Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet passionnant. Comment transformer une institution académique en une véritable puissance de l'innovation? On va décortiquer le plan qui permet d'y arriver. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment font-elles? Comment est-ce qu'on passe d'un simple campus, avec ses salles de cours et sa bibliothèque, à un véritable écosystème qui fait naître des entreprises de classe mondiale? Eh bien, la réponse, ce n'est pas de la magie. Les écosystèmes universitaires qui cartonnent vraiment dans le monde ne sortent pas de nulle part. Ce n'est pas le fruit du hasard, non, ils suivent un plan très clair, reproductible et surtout très concret. Bon, pour bien comprendre ce plan, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ce qui marche déjà ailleurs. On va donc s'inspirer des meilleurs. Et pour ça, premier arrêt, les États-Unis. Le modèle américain, c'est vraiment l'idée que tout part de la communauté. L'innovation, elle naît de la rencontre, d'une sorte de friction créative. Il faut imaginer l'ambiance, les nuits blanches pendant les hackathons à Stanford, les pitchs qui s'improvisent dans un couloir du MIT. L'objectif, c'est de créer une communauté tellement vivante, tellement bouillonnante, que l'esprit d'entreprendre s'installe bien avant même qu'on ait une idée précise de business. Maintenant, si on traverse l'Atlantique, l'approche européenne est assez différente. C'est vraiment intéressant. Plutôt que d'essayer de tout faire, on se spécialise. On va avoir par exemple une université qui devient le pôle d'excellence en green tech, une autre à la pointe sur l'IA, et le truc génial, c'est qu'elles collaborent ensuite à l'échelle du continent. Ça leur donne accès à des financements et à des marchés bien plus grands. C'est la force du collectif, mais d'un collectif bien organisé. En Asie, et notamment à Singapour, on a encore un autre modèle. Et là, ce qui frappe, c'est la puissance de l'alignement quasi parfait entre l'État et l'industrie. Ici, le gouvernement ne se contente pas d'encourager. Non, il investit massivement. Il crée des ponts, des autoroutes même, entre les labos de recherche et les géants de la tech. Et ça, dès le premier jour. Voilà, ce tableau résume bien les différentes philosophies. D'un côté, on a l'approche bottom-up, qui part de la communauté aux États-Unis. De l'autre, une approche top-down, très pilotée par l'État en Asie. Mais, et c'est ça qui est fascinant, malgré ces différences, il y a des principes universels qui ressortent partout. Des règles d'or. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ok, on a vu les modèles, mais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? En fait, peu importe la culture ou la stratégie, tous les écosystèmes qui réussissent reposent sur trois principes fondamentaux. Trois règles d'or. Allez, voyons la première. La toute première règle, c'est une question d'équilibre. Un équilibre parfait entre deux forces. Cet équilibre, c'est celui entre l'indépendance et la solidarité. C'est absolument crucial. Chaque start-up doit être totalement libre, autonome, c'est son propre bateau. Mais en même temps, elle fait partie d'un archipel, une communauté solidaire. Et quand la tempête arrive, eh bien les autres start-up sont là pour aider. C'est cette tension, ce mélange entre être seul maître à bord et faire partie d'une flotte qui crée une vraie résilience. La deuxième règle d'or, là on passe à du très concret. Il s'agit tout simplement d'abaisser au maximum les barrières à l'entrée. Et comment on fait ça? Surtout grâce à des infrastructures partagées. Pensez-y, en mutualisant les bureaux, les serveurs, les logiciels, l'université élimine l'un des plus gros freins pour un jeune fondateur, le coût exorbitant du démarrage. Et ça change tout. Ça veut dire que ce sont les meilleures idées qui ont une chance de voir le jour, pas seulement celles des gens qui ont déjà de l'argent. Et on arrive à la troisième règle, c'est peut-être la plus importante de toutes. Elle se concentre sur l'atout le plus précieux de tout l'écosystème. La connaissance collective, c'est bien plus que juste des bonnes pratiques. L'idée, c'est de créer une culture où chaque expérience, chaque succès, mais aussi chaque échec est partagé et analysé par tout le monde. C'est une sorte de cerveau collectif qui apprend en permanence. Résultat, l'ensemble de l'écosystème progresse beaucoup plus vite. Ensemble. Bon, on a les modèles, on a les règles d'or. Maintenant, comment on met tout ça en musique? Eh bien, voici un plan directeur très pratique en 6 étapes. Et ce plan, il faut le voir comme une échelle. Chaque barreau est indispensable. C'est logique. Ça ne sert à rien de parler de financement à l'étape 5 si on n'a pas commencé par bâtir une communauté forte à l'étape 1. Chaque étape s'appuie sur la précédente. On part des fondations sociales pour arriver au sommet, une véritable culture de l'entrepreneuriat qui infuse tout le campus. Alors attention, mettre tout ça en place, c'est déjà un sacré boulot. Mais le protéger sur la durée, c'est une autre paire de manches. Il faut savoir que beaucoup d'écosystèmes finissent par s'effondrer à cause de pièges très classiques et qu'on peut pourtant tout à fait anticiper. Ce tableau est super parlant. Il montre comment une gouvernance bien pensée peut désamorcer ces bombes à retardement. Il faut des règles du jeu claires pour gérer les conflits. Il faut que chaque start-up soit une entité juridique distincte pour que les responsabilités soient claires. Et il faut un objectif d'autonomie financière pour que les projets ne deviennent pas dépendants à vie. Ce sont vraiment les garde-fous indispensables. Alors, au final, pourquoi faire tout ça? Quel est le but ultime, la vision derrière ce plan directeur? La réponse est là. C'est ça le véritable objectif. Le but du jeu, ce n'est pas de former de bons techniciens, c'est de créer des entrepreneurs, des visionnaires. L'ambition,
Ce n'est pas de faire une petite appli qui marche bien dans le quartier. Non, c'est de former des fondateurs qui ont les épaules pour construire des boîtes qui vont jouer dans la cour des grands, à l'échelle internationale. Tout ce voyage, ce chemin qui mène du potentiel d'un campus à un véritable empire de l'innovation, il ne commence jamais par un grand saut dans le vide. Non, il commence par une première action, une seule pierre posée de manière consciente, délibérée. La question finale est donc simple. Quelle sera la toute première pierre de cet édifice ?